Voici 10 civilisations antiques aux technologies très avancées. Salut, c'est Zaba. Et commençons tout de suite par le numéro 10. Chirurgie plastique antique. Aujourd'hui, les chirurgies plastiques ou réparatrices sont assez courantes, mais c'est très loin d'être une pratique récente ou un luxe moderne. La chirurgie esthétique aurait présumément vu le jour il y a de cela 2500 ans en Inde antique. Et oui, les Indiens sont les premiers à avoir inventé la chirurgie esthétique. Un miracle médical très en avance sur leur temps. Dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, un médecin indien nommé Sushruta était considéré comme le père de la chirurgie plastique et réparatrice. Il a d'ailleurs écrit l'un des ouvrages les plus anciens traitant de la médecine et de la chirurgie, le Sushruta Samhita. Il y a documenté plus de 1100 maladies, décrit en détail l'utilisation de centaines de plantes thérapeutiques et a détaillé exactement comment effectuer des procédures et des opérations chirurgicales. Et l'une de ces opérations les plus avancées sur leur temps était l'opération décrivant comment reconstruire un nez amputé. Et c'est d'ailleurs la première fois de l'histoire qu'une rhinoplastie reconstructive fut décrite. Une opération qui se fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il détaille comment un bout de peau pris sur le front peut être utilisé afin de reconstruire le nez du patient. Bien sûr, ces opérations n'étaient pas réalisées dans un but esthétique, mais plutôt parce que plusieurs personnes se faisaient couper le nez comme sentence soit pour vol ou bien pour adultère. Mais fait très étonnant, les enseignements de Sushruta ont mis plus d'un millénaire avant d'atteindre l'Occident. Il a en effet fallu attendre le 8e siècle de notre ère pour que le Sushruta Samhita soit traduit en arabe, et les historiens estiment que cette version n'a commencé à faire parler d'elle en Europe qu'au tout début de la Renaissance. Numéro 9. Acier de Damas. Quand les croisés ont débarqué au Moyen-Orient au XIe siècle, ils ont dû faire face à des guerriers munis d'épées fabriquées à partir d'un métal très impressionnant. Les lames fabriquées à base de ce métal étaient tellement fines qu'elles pouvaient trancher un seul cheveu. Et pourtant, les épées étaient impressionnantes de puissance et de légèreté. Les lames semblaient ne pas s'émousser et elles restaient très tranchantes tout au long des batailles. Les Occidentaux ont appris que l'acier a été forgé à Damas en Syrie et c'est ainsi qu'est née la légende de l'acier de Damas. Les forgerons de Damas étaient capables de créer des lames de qualité exceptionnelle, sûrement les meilleures épées au monde de l'époque, et ce grâce à des lingots très spéciaux. Des lingots dont l'acier très spécial était importé d'Inde ou du Sri Lanka. L'acier en question était nommé acier Woods. Et les lingots d'acier Woods corrélés à la maîtrise ainsi que des techniques très spéciales propres aux artisans de Damas permettaient de créer des lames sans commune mesure. D'ailleurs, ces épées sont restées les meilleures du monde du 3e au 17e siècle. Et jusqu'en 1750, l'Inde a exporté son acier très spécial au Moyen-Orient. Mais c'est à ce moment-là que la demande pour les épées a commencé à baisser drastiquement, puisqu'elles sont devenues dépassées et personne ne voulait en acheter. Et la fabrication des épées, ainsi que le savoir-faire derrière l'acier de Damas, fut progressivement perdu. Depuis, personne ne peut vraiment reproduire une vraie épée de Damas, malgré des tentatives modernes avec plus ou moins de succès. Numéro 8. Tablette de Shamash. La tablette babylonienne de Shamash a été découverte par les archéologues dans la ville babylonienne de Sippar qui se trouve aujourd'hui en actuel Irak en 1881. Conservée aujourd'hui dans le British Museum, elle a été créée quelque part entre l'an 888 et l'an 855 avant Jésus-Christ par le roi babylonien Nabou-Apla-Iddina. Elle a été découverte, fissurée en 4 pièces distinctes. Et pourtant, les 4 pièces étaient dans un état de conservation exceptionnel. Surtout quand on considère qu'elle a passé près de 3000 ans dans un coffre. D'ailleurs, le coffre qui contenait la tablette était enseveli sous le sol d'un temple. Les archéologues ont tout de suite su que l'artefact était très important. Non seulement parce qu'il était bien caché, mais aussi parce qu'il représentait le dieu du soleil Shamash, en plus des symboles du soleil et de la lune, ainsi que des représentations divines. La tablette contenait pas moins de 15 passages distincts en cunéiforme, l'un des premiers systèmes d'écriture de l'histoire inventés en basse Mésopotamie et utilisés par les Babyloniens. Les textes sur la tablette racontent comment le temple de Shamash est tombé en délabrement et comment Nabou-Apla-Iddina l'a rénové et a rebâti une statue en l'honneur du dieu Shamash. Les textes décrivent aussi les pratiques qui avaient lieu dans le temple, les règles que suivaient les prêtres, ainsi que les tenues qu'il fallait porter afin d'accéder au temple. Numéro 7. Engin de siège romain. Le génie militaire des Romains ainsi que leur réputation en tant que conquérants sont connus de tous. Quel que soit l'adversaire ou ses fortifications, ils sortaient toujours vainqueurs. Ou presque.
Cela est dû à des tactiques militaires très avancées, mais surtout à des engins de siège qui relèvent du pur génie. Parmi ces inventions très ingénieuses, on retrouve la tour de siège, même si la technique a été inventée par l'ingénieur grec Poléidos de Thessalie et utilisée notamment durant le siège de Rhodes. Mais les Romains l'ont largement améliorée, la rendant beaucoup plus efficace, beaucoup plus résistante et beaucoup plus facile à transporter. Utilisée pour la première fois par les Romains pour le siège de Iodpate en l'an 67 durant les guerres judéo-romaines. Mais les Romains n'ont pas fait que réinventer la tour de siège. Ils ont aussi complètement remanié plein de pièces d'artillerie. Par exemple, ce qui est appelé des balistes ou des scorpions, une sorte d'arbalète immense qui lançait de très grandes flèches qui visaient à détruire les points faibles dans les murailles ou les portes des assiégés. Dans une seule légion romaine, on pouvait retrouver jusqu'à 55 balistes, des catapultes et plein de scorpions qui lançaient non seulement des flèches, mais aussi des boulets ainsi que d'autres sortes de projectiles. Mais les Romains ne se sont pas arrêtés seulement aux attaques terrestres. Même dans les mers, ils ont été les premiers à utiliser une autre invention grecque, le sambouka, un engin de siège embarqué sur un bateau et qui a été utilisé durant le siège de Syracuse en 213 avant Jésus-Christ. Les Romains ont réussi à bâtir un empire aussi vaste et grand, en grande partie car ils étaient technologiquement plus avancés que tous les autres peuples d'Europe. Numéro 6. Usine à vin antique. Durant des excavations en Israël, dans la ville de Yavne, les archéologues ont retrouvé la plus grande usine de fabrication de vin au monde à l'époque byzantine. La découverte inclut 5 pressoirs, couvrant chacun une superficie d'environ 225 mètres carrés, 2 énormes cuves octagonales pour recueillir le jus issu du fruit de la vigne, ainsi que 4 grands entrepôts faisant office de chai pour le vieillissement et la commercialisation du vin. Et bien sûr, des milliers d'éclats de poterie utilisés dans le processus de fabrication du vin. Et selon les estimations des experts, l'usine aurait même été capable de produire pas moins de 2 millions de litres de vin par an, ce qui prouve que la ville de Yavne était l'épicentre de la fabrication du vin dans la période byzantine. Selon John Seligman, l'un des directeurs de l'excavation, le vin fabriqué ici était exporté un peu partout dans la région. Et le vin en question était le fameux vin de Gaza et Ashkelon, un vin blanc très prestigieux et très prisé à son époque, consommé par les plus riches et les plus influentes personnes tout autour de la Méditerranée. Un vin qui était servi aux tables des dirigeants égyptiens, des philosophes grecs et même chez les plus puissantes familles italiennes. Mais ce qui est le plus fascinant et le plus drôle à propos de cette histoire, c'est qu'il y a déjà 1500 ans, les hommes maîtrisaient la fabrication du vin ainsi que son exportation dans des contrées lointaines, mais ils ne pouvaient produire ni distribuer de l'eau propre et potable. C'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes les plus riches de l'époque préféraient boire ce vin qui présentait beaucoup moins de risques que les eaux contaminées de l'époque. Moi je dis plutôt que c'est l'excuse parfaite pour picoler à longueur de journée. Numéro 5. Invention grecque classique. Nous devons à la Grèce antique plein d'inventions merveilleuses, de la démocratie aux Jeux olympiques en passant par la dramaturgie ou encore une mythologie fascinante. Mais ils étaient aussi très en avance sur leur temps technologiquement parlant. D'ailleurs, les technologies inventées par les Grecs sont partout dans notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende forcément compte. Par exemple, l'odomètre, plus communément appelé compteur kilométrique. C'est le petit instrument de mesure que vous trouverez dans votre voiture et qui permet de connaître la distance parcourue par un véhicule. Inventé il y a des milliers d'années par un inventeur grec afin de mesurer les routes durant leur construction. Une invention qui fut plus tard utilisée par les Romains dans le même but de mesurer les routes. Mais les inventions grecques incroyablement avancées vont bien au-delà. Avant les Grecs, les humains utilisaient des cadrans solaires pour connaître l'heure. Mais les Grecs ont inventé l'horloge hydraulique, aussi appelée clepsydre, et qui était encore plus précise et bien plus pratique parce qu'elle n'avait pas besoin de soleil pour marcher. Elle servait aussi de chronomètre mécanique capable de mesurer une durée de temps exacte. L'invention était d'ailleurs tellement précise qu'elle était utilisée pour limiter le temps de parole dans les tribunaux par exemple, et le médecin grec Hérophile l'utilisait pour mesurer la fréquence cardiaque de ses patients. Et les découvertes archéologiques récentes ont même permis de prouver qu'elle était utilisée dans des maisons de prostitution d'Athènes pour que les clients ne s'éternisent pas, et dire qu'aujourd'hui on l'utilise dans Fort Boyard. Numéro 4. Statue divine. Sekhmet est l'une des divinités égyptiennes les plus représentées dans les bas-reliefs et les fresques trouvées un peu partout en Égypte. Et on sait tous à quel point les Égyptiens étaient de merveilleux bâtisseurs, que ce soit leurs pyramides, leurs temples ou leurs tombeaux.
mais on leur donne beaucoup moins de crédit pour leur talent de sculpteur. Leur statue somptueuse était si bien faite qu'il y en a toujours des milliers qui sont en parfaite condition des millénaires plus tard, et il n'y en a pas meilleur exemple que les centaines de statues représentant Sekhmet. Représentée comme une femme à tête de lion portant le disque solaire sur sa tête, Sekhmet était surnommée la puissante ou bien celle devant qui le mal tremble. Elle était la déesse du soleil, du désert, de la guerre, du chaos et même de la guérison. Les textes la présentent comme la fille du dieu soleil Ré, et il l'aurait créée comme arme afin de détruire les humains quand il a vu à quel point ils étaient désobéissants. Et même si elle était plutôt effrayante comme déesse, elle était aussi très photogénique. En Grèce antique, photogénique voulait plutôt dire que le sujet était esthétiquement intéressant à sculpter ou à transformer en œuvre d'art en général. Et Sekhmet était tellement photogénique que des milliers de représentations d'elle, que ce soit en statue ou bien aussi en amulettes, ont été retrouvées. Dans la majorité des cas, elle était assise sur un trône, tenant dans sa main un sceptre. Mais les statues les plus connues de Sekhmet sont une collection de statues à échelle humaine sculptées durant la 18e dynastie sous le règne du pharaon Amenhotep III. Ce qui est le plus fascinant, c'est que le pharaon a commissionné plus de 730 statues à échelle humaine durant son très court règne, de 1386 à 1349 avant Jésus-Christ. Il y a donc de cela 4000 ans, et presque toutes ont survécu, ce qui en fait des statues à la qualité très impressionnante. Numéro 3. Civilisation préhumaine. Des scientifiques de la NASA affiliés au Goddard Institute for Space Studies ainsi que des scientifiques de l'université de Rochester ont récemment publié un article scientifique, un papier qui suggère qu'il y aurait peut-être une race d'êtres technologiquement avancés ayant vécu sur Terre bien avant les humains. Oubliez un peu les Grecs et les Romains. Ce serait une espèce complètement différente avec une civilisation aussi avancée, voire bien plus avancée que la nôtre, et qui aurait foulé la Terre des millions d'années avant. Adam Frank, professeur de physique et d'astronomie, déclare qu'il n'y a aucun moyen d'être complètement sûr qu'on est la première espèce technologiquement avancée à avoir jamais vécu sur Terre. Il rajoute que notre espèce ne s'est vraiment industrialisée qu'il y a 3 siècles, et pourtant, des formes de vie complexes existent sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Il pense même que si notre civilisation venait à s'éteindre du jour au lendemain, une nouvelle civilisation pourrait voir le jour d'ici des millions d'années et toute trace de notre passage sur Terre n'existerait plus. Et c'est dans le même raisonnement qui suppose qu'une espèce technologiquement avancée aurait pu exister il y a de cela des millions d'années, mais les traces de leur existence auraient disparu depuis bien longtemps. Après tout, c'est déjà très difficile de trouver des traces de civilisation ayant vécu il y a 2 ou 3 000 ans. Alors on peut très bien imaginer que c'est presque impossible de trouver des vestiges de civilisation vieilles de millions d'années. Bien sûr, tout cela est purement hypothétique et a suscité plein de controverses, mais rien que l'idée reste très fascinante. Numéro 2. Tissu de l'âge de pierre. Il y a environ 9000 ans, près de 10 000 personnes vivaient dans la ville néolithique de Çatalhöyük, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et selon les archéologues, c'est la plus grande ville au monde au néolithique. Et c'est dans ce site archéologique que des archéologues ont découvert en 1962 un bout de tissu. La découverte a enflammé le débat entre historiens et archéologues. Il s'est avéré que les gens du néolithique portaient des vêtements bien plus sophistiqués que ce qui était cru auparavant. Mais la question était de savoir quels matériaux et quelles techniques étaient utilisés afin de fabriquer des bouts de tissu dont la datation remonte à 8500 ans. Et pendant des décennies, les scientifiques ont cru que les fibres étaient du lin ou de la laine, mais une analyse réalisée en 2017 a prouvé que c'était des fibres libériennes, aussi appelées fibres d'écorce, le même matériau utilisé aujourd'hui pour fabriquer de la corde et de la ficelle. Et l'analyse a révélé que l'écorce utilisée était de l'écorce de chêne. La découverte est très fascinante, parce qu'elle prouve que des gens de la préhistoire, habitant la plus grande ville au monde bien avant Babylone ou l'Égypte antique, savaient déjà transformer des arbres en vêtements. Numéro 1. Bâton de Néandertal. Et en parlant d'anciennes civilisations, des archéologues ont récemment découvert un bâton de bois qui aurait été lancé par un de nos ancêtres il y a de cela 300 000 ans. Oui, je sais ce que vous vous dites. Un bout de bois n'est pas vraiment une technologie, mais ce n'est pas n'importe quel bout de bois. La découverte pourrait prouver que l'homme de Néandertal était beaucoup plus développé technologiquement qu'on le croyait auparavant. Dans la surface, ce n'est rien d'autre qu'un bout de bois qui a été sorti de terre. Mais si on en croit Jordi Serangeli de l'université de Tübingen en Allemagne, appeler ce bout de bois un simple bout de bois serait comme appeler le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune un simple pas. L'objet était utilisé par l'homme de Néandertal comme projectile afin de tuer des lapins et des canards.
Un outil spécialisé, sculpté spécifiquement pour être lancé d'une certaine manière, prédatant les lances, les flèches et les lance-pierres et tout autre type d'armes basées sur des projectiles. Et il prouve comment dès ses débuts, l'humanité a toujours cherché à créer l'arme ultime, commençant par un bout de bois pointu, puis un lance-pierre, puis une flèche, un arc, jusqu'à l'arme ultime, la bombe nucléaire. Et regarde ces archives secrètes qui contiennent les plus grands secrets de l'humanité depuis plus de 2000 ans. Découvre-les ainsi que les controverses les plus sombres de l'histoire en cliquant sur cette vidéo.